Et puis on est toujours content de te retrouver à Canal Pourpre. J'espère, parce que sans ça je me vexerai. Voilà, nous sommes le 6 mai à 14 h à l'heure de la sieste. Alors c'est toujours compliqué d'avoir les intervenants à l'heure de la sieste, mais il faut bien discuter. Surtout les retraités. Discuter de temps en temps. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques temps, c'était au mois de janvier-février, tu m'as parlé d'un livre qui est sorti à la découverte, qui s'appelle Une autre histoire des 30 glorieuses. Donc un livre qui regroupe des contributions essentiellement d'historiens, mais aussi de sociologues, de philosophes, qui est très intéressant parce que c'est vrai que, comme tu le disais, en tant que professeur d'histoire-géographie, j'ai encore regardé les programmes récemment et même les manuels. Même si les manuels ne sont pas les programmes, on voit très bien que les 30 glorieuses, c'est vraiment la pierre d'achoppement de la transformation, une rupture après 45, avec la modernisation, la technicisation et puis le progrès, le fameux progrès économique et social, la génération des baby-boomers, l'industrie, la production industrielle multipliée par 4, la population qui a quasiment doublé. Et puis on apprend donc à nos chers élèves que c'était une période faste de progrès et finalement les seules critiques qu'on peut apporter, c'est les critiques sociales, mais qui se basent uniquement sur la redistribution des richesses et pas tellement sur le sens même de cette notion de progrès. Alors ce livre vient en écho aussi d'une soirée qui a eu lieu la semaine dernière, organisée par l'association Tapage, puisque l'association Tapage a diffusé un film qui s'appelle La part du feu d'Emmanuel Roy, qui parlait, lui, des enjeux liés à l'amiante. Donc évidemment, il y avait d'ailleurs l'association Tserader qui était présente et qui expliquait aussi toute la genèse de cette problématique, de ces enjeux liés à l'amiante. Et en fait, on est complètement vissé dans cette notion de progrès, l'utilisation d'un matériau qui coûtait peu cher et qui permettait de floquer un peu tous les bâtiments. Il y avait beaucoup d'avantages. Avec toutes les conséquences sanitaires et environnementales qu'on commence à découvrir, enfin qu'on commence à découvrir, ça fait maintenant longtemps, mais grâce à ces associations, ça se diffuse. Donc on va parler un peu de ce livre, je vais quand même le présenter assez rapidement. C'est à la fois une historiographie, c'est-à-dire que les auteurs essaient de raconter comment les historiens ont été un peu aveuglés, les universitaires ont été un peu aveuglés par cette étude des 30 glorieuses. Même l'école des Annales a servi un petit peu de faire valoir dans ce que Jean Fourastier, parce qu'on en parle beaucoup bien évidemment, parce que c'est lui qui est à l'origine de l'expression des 30 glorieuses, dans cette volonté de moderniser la France, cette injonction même à la modernisation et au progrès. Donc dans ce livre, ces chercheurs tentent de tordre le cou un peu aux représentations. Ils s'organisent autour de deux grandes parties. En gros, tout d'abord, donc ils reviennent sur la construction intellectuelle qui a fait que on ne pouvait pas parler d'autre chose que de progrès, et que toutes les critiques qui s'élevaient bien avant d'ailleurs 1945 face à cette notion de progrès ont été disqualifiées par différents moyens. Donc si tu veux, dans un premier temps, on va peut-être aborder la face cachée des 30 glorieuses, pardon. Ce que Christophe Bonneuil d'ailleurs appelle les 30 désastreuses, avec tout d'abord les bornes chronologiques. On dit 45-75, mais en fait on voit que même ces bornes chronologiques qu'on apprend peuvent être complètement éclatées, ce qui fait qu'après 75 on ne sait plus comment appeler les années qui viennent après. Alors moi je sais que je parle aux élèves de 30 rugueuses, de 75, mais on est déjà dans les 40 rugueuses, donc je ne sais pas comment on peut appeler ces années-là. Donc ben voilà, dans un premier temps, toi tu m'as passé ce livre que tu as lu. Quels ont été, enfin je suppose que tu n'as pas que découvert des choses, il y a des choses que tu maîtrisais. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans cette déconstruction du mythe des 30 glorieuses? Alors cette lecture m'a fait quand même m'a fait plaisir. M'a fait plaisir parce que c'est des choses qu'avec un certain nombre d'amis et connaissances on partage depuis longtemps, hein, ça ne nous fait pas découvrir réellement les choses, mais bon, pour la première fois, c'est quand même rendu public par des auteurs, je veux dire, universitaires. Et alors que moi, personnellement, en tant qu'universitaire, j'ai souffert de cette censure. Je veux dire, il y avait des choses qui ne pouvaient pas être dites à cette époque, mais même dans les années 70, c'est pour ça
cette histoire de la frontière 1975, je veux dire, en fait, ça continue après, bien entendu. Au contraire, ça redémarre à partir des années 80. Au contraire. Alors, c'est de manière plus essoufflée, on est bien d'accord, mais voilà. Et donc, pour moi, c'est quand même un progrès, alors là, réellement, dans la prise de conscience. Dans la prise de conscience, je veux dire, des revers de la médaille, en quelque sorte. Et ça relevait de l'honnêteté universitaire minimale, quoi, je veux dire, voilà, qui n'était pas respectée à l'époque. Et donc, pour moi, je répète, c'était quelque chose, c'est un bouquin qui m'a pas fait découvrir énormément de choses, mais qui, bien sûr, qui m'a conforté dans les positions que j'ai défendues dans la solitude, souvent. Alors comment expliquer cette foi dans le progrès que Jean Fourastier, qui était expert à partir de 1945, qui a diffusé cette notion de progrès à la fois en enseignant à Sciences Po, mais aussi à travers les différentes planifications. Comment est-ce qu'on peut expliquer le poids qu'ont pris les technocrates et cette injonction au progrès qui a été mise en place justement par des gens comme Fourastier ou d'autres? Disons que c'est sur la base d'un consensus politique essentiel. C'est le consensus entre les libéraux et les marxistes, ou plus précisément en termes politiques, donc entre les gaullistes et les communistes. Tout ça, ça s'est fondé après la guerre, je veux dire à la libération. Et en particulier, bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas raconter d'histoire. Je veux dire, c'est quelque chose qui est né en particulier du traumatisme de 1940. Ça, c'est très important. La défaite. Voilà, et donc c'était reconstruire la France, mais reconstruire la France dans sa posture de puissance internationale. Et donc, la puissance industrielle étant considérée comme un facteur à la fois sur le plan, un facteur positif sur le plan positif, sur le plan politique, pardon, mais aussi sur le plan social. Car effectivement, les 30 Glorieuses ont créé des emplois. Alors, je me ferai l'avocat du diable un peu tout à l'heure, mais on reste un peu sur le contexte. 1945, entre 47 et 55, c'est la reconstruction. Donc, la France devait faire face à la fois à l'hégémonie états-unienne, donc la volonté de réécrire un roman national lié à ce progrès industriel. Et puis, c'est aussi l'Empire français qui commence à se rétracter et à s'écrouler. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors ça c'est un aspect, je veux dire, un peu contradictoire avec l'aspect positif. C'est une perte de puissance pour la France. Mais en même temps, ça permettait à notre pays de regrouper ses forces sur la métropole, en quelque sorte. Voilà, mais autrement, disons que voilà, c'est ce que je voulais dire. Au niveau du contexte. Alors, tu parlais de regrouper ses forces dans la métropole, mais ce qu'on voit bien aussi, c'est tout ce qui va se mettre en place avec les colonies ou les anciennes colonies, puisque quand le Gabon et le Niger vont devenir indépendants, la France va quand même... Alors déjà, avant l'indépendance, la France va diffuser dans ses colonies ce modèle de Fourastier, avec des conséquences un peu catastrophiques au niveau de l'agriculture. Et puis après l'indépendance, on va en parler, et après l'indépendance, donc que ce soit De Gaulle ou toute la mise en place des accords secrets sur la France-Afrique, on voit très bien comment la France a continué à utiliser ses ressources. Alors le nationalisme français, donc qui avait repris énormément de vigueur après 1945, et bien évidemment c'est diffusé sur nos anciennes colonies, et donc ça, effectivement, ça n'a pas été sans conséquence. Mais par exemple, toute l'aventure atomique, c'est le nationalisme français qui est à l'origine. Parce qu'en définitive, on prend l'Allemagne avec un système économique beaucoup moins interventionniste, etc. C'était quand même le libéralisme de
je ne me rappelle pas quel était le grand ministre de l'époque, le grand ministre allemand, qui était pour une économie libérale, etc. Et donc l'Allemagne, sans le nationalisme, a su reconstruire une puissance économique très importante. Nous, il y a la dimension nationaliste qui a fait aussi perdre des forces, je veux dire, dans des combats, je veux dire, coloniaux, qui se sont avérés complètement contre-productifs. Hein. Donc j'en étais ces corps de mineurs, ces lieux de mémoire, il y a toute une histoire à écrire. Et je disais qu'autant en France, assez rapidement, dans les quelques réserves d'uranium, l'État français a su mettre en place des normes pour les travailleurs français, et même pour les travailleurs français en Afrique, autant pour les mineurs africains, il y avait quasiment, en tout cas les normes n'étaient pas les mêmes. Et, ça continue quand même largement. Voilà. Ça c'est aussi un aspect de colonialisme ou post-colonialiste qui est assez intéressant. Alors, il y a un aspect qui, si je me rappelle, n'a pas été bien traité, oui, abordé. C'est ce que mon père appelait l'ethnocide paysan, hein, c'est-à-dire les transformations de l'agriculture, l'agriculture familiale, hein, oui, en agriculture intensive et industrielle, avec la catastrophe du point de vue de l'emploi, du point de vue, je veux dire, oui, du chômage, parce qu'en fait, heureusement qu'il y avait l'industrie pour absorber toute cette masse, hein, de paysans poussés par l'exode rural. Alors c'est ce que j'allais te dire, me faire un peu l'avocat du diable. Hein. Bon, on est en train d'aborder les conséquences, on ne va pas tout développer parce qu'il y a la pollution de l'air, il y a la pollution des rivières, il y aura énormément de choses à développer. Mais quand même, c'est bien la croissance économique, ça a permis le progrès social, l'émergence des loisirs, ça a favorisé aussi des meilleures conditions de vie pour les ouvriers. D'ailleurs, on voit comment certains syndicats n'ont pas vraiment traité les conséquences environnementalistes du progrès. Non, mais il y a toujours eu un conflit, ça, voilà. Tout à fait. Alors en fait, les 30 Glorieuses, c'est peut-être pas si mal que ça finalement. Oui, mais l'objection, c'est que les 30 Glorieuses mènent à la situation actuelle. D'accord. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est une étape historique dans le développement technico-économique. Et effectivement, dans cette étape où les économies étaient nationales, oui, je veux dire, les gains pouvaient apparaître plus importants que les pertes. D'accord. Et ça, effectivement, moi j'ai bien connu cette période, mais parce que moi j'étais déjà formé dans la critique du progrès et des coûts, des conséquences du progrès, etc. Et effectivement, je veux dire, ça n'a rien à voir. Hein, je veux dire, nos frontières étaient économiques, les économies étaient nationales. Hein, mais ça, et puis il y avait une étape du développement technique qui n'était pas arrivé au point où on en est. Il n'y avait pas l'informatique. Non, il faut tout prendre en ligne de compte. Alors bien sûr que c'était une période, on peut en avoir la nostalgie, comme je l'ai écrit, et en particulier au vu des conséquences sociales et écologiques catastrophiques actuelles. Hein. Mais il faut se rendre compte que c'était des conditions historiques tout à fait particulières, hein, et que... eh bien, ça ne pouvait pas durer. Une nostalgie assez largement mythifiée. Hein. On explique bien comment il y a eu une construction de la part de... il y a eu une construction idéologique, ça voilà, veut dire. De la part de l'État. Et d'ailleurs, le bouquin de Fourastier oui, en est l'exemple. Oui. Forestier qui a été le fer de lance, et on a vu comment il a pu verrouiller un peu... voilà. Alors, ceci étant dit, je ne l'ai pas lu, ce bouquin, honnêtement. Et alors, on m'a dit qu'il y avait beaucoup plus de critiques qu'on le dit en caricaturant un peu sa pensée. Ça se peut, hein, mais enfin, en tous les cas, c'était présenté comme ça. Hein. C'était d'un optimisme technico-économique radical. Puis, c'est l'époque sous la 4ème République de l'émergence de ces experts, ces hauts fonctionnaires qui vont réaliser la planification, la naissance du PIB, le PIB qui débarque, qui devient l'élément de référence pour le développement économique. Absolument. La critique aussi de Rostov avec le fameux
take-off, le décollage industriel. Les 6 étapes, où je m'en rappelle 5 étapes de Rostov, voilà, de la croissance économique. Voilà. Oui, donc tout était prêt, en tout cas au niveau des universitaires, que ce soit les sociologues, les historiens, les économistes, les statisticiens, pour favoriser ce terrain et en fait laisser très peu de place, une marge à la critique. Il y avait un prêt à penser. Et c'est certain que les choses, c'est à partir de 68 que les choses ont commencé, chez une minorité bien sûr, oui. D'intellectuels, d'universitaires, etc., que les choses ont commencé un peu à... Alors, on en revient à la rupture de 68, parce que justement, les contributeurs ne sont pas tout à fait d'accord avec cette idée qu'il a fallu attendre 68 pour qu'il y ait l'émergence d'un mouvement critique par rapport aux conséquences. Déjà, à la notion de progrès et aux conséquences. Donc, on va passer à la phase sur les critiques qui ont été un peu escamotées. On peut même remonter aux années 30, aux années 40. Oui, voilà. Ça c'est très important. On n'a pas du tout attendu donc, les années 50 pour pouvoir critiquer. Mais avant de revenir sur les critiques, on va dire universitaires ou les critiques d'intellectuels, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que début des années 50, il y a des paysans, par exemple, qui à Saclay, en région parisienne, vont se battre pour empêcher qu'un centre nucléaire se développe. En Corse, il y a un centre d'essai nucléaire souterrain qui essaie de se mettre en place à Calvi. Là encore, la population est présente, on est dans les années 60. Donc ça n'a pas forcément attendu les années 70 pour avoir ces mouvements de citoyens critiques par rapport au progrès. Non, mais c'était quand même très localisé. Et il y avait, disons, c'était surtout des individus, je veux dire, qui avait mené toute une démarche critique, je veux dire, vis-à-vis de ce mouvement. Mais il n'y avait pas de mouvement collectif comme il en existe aujourd'hui, de mouvement social. D'accord. Comme il en existe aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir. Alors, le facteur des manifestations isolées. Mon père, lui, il a essayé à l'époque, au moment du lancement de l'AC. Oui, il avait essayé d'initier un mouvement de résistance, mais avec les Béarnais, ça n'a pas du tout marché. D'ailleurs, je vais le citer là pour l'AC parce que j'ai trouvé ça, c'était assez intéressant. Après, on parlera il y a une charge qu'il faut que je retrouve, c'est page 279, évidemment, je ne l'avais pas noté. Il y avait même, j'ignorais totalement, Khrouchtchev était venu, le président... était venu à l'AC, Khrouchtchev, et c'est à ce moment de la visite de Khrouchtchev qu'il a... évidemment, je ne retrouve pas... Si je vais retrouver ici... C'est bien parce que voilà, j'ai pas noté, mais on a le temps. Voilà. Bernard Charbonneau, donc au moment de la visite de Khrouchtchev à l'AC dans les années 60, il dit que ce centre, ce complexe pétrochimique était digne de Magnitogorsk, donc en URSS, avec, je cite, son ordre nouveau fondé sur la puissance matérielle et sur l'argent, l'exploitation et le mépris d'un peuple se justifiant au nom de l'élévation de son niveau de vie matériel. Oui. Donc là, c'est une charge assez féroce contre ce qui paraissait comme un modèle de progrès et de triomphe de l'industrie française. Tout à fait. Mais je veux dire, il faut dire que c'est toute la plaine, toutes les terres agricoles, la plaine de polyculture paysanne de l'AC qui a été sacrifiée complètement. Et maintenant, je veux dire, de manière irréversible, il faut bien le dire. Donc il y a un aspect social négatif, bien entendu. Alors, oui, et puis il y a un autre exemple historique qu'il faut donner à propos de l'AC, c'est la venue de Red Adair. Le pompier volant des États-Unis qui était spécialisé dans l'extinction des feux de pluie. Et il est venu à l'AC pour éteindre un gigantesque feu de pluie. Et il s'est exclamé à l'époque, comment dans un aussi joli pays avoir installé un complexe pétrolier comme ça. Parce qu'effectivement... c'est dans des endroits un peu désertiques, souvent, qui avaient ces... Voilà, ça, c'est
Alors l'autre combat aussi de ton papa, c'était évidemment le nucléaire. Et là du coup je l'ai cité, je l'ai noté cette citation. Donc pour ton père, là, le nucléaire, donc la bombe atomique, c'est un événement analogue à la découverte de l'Amérique. La bombe clôt le monde au lieu de l'ouvrir, puisque sous la menace de l'explosion finale, la Terre forme un tout. Entre l'explosion et nous, il n'y a que la décision de notre liberté, et ça finit comme ça. Nous rendit-elle semblable à Dieu par le suicide. C'était là encore, c'était écrit au début des 1947, 48, 49, je crois. C'est une conférence qu'il a faite en 45. 45, et qui est d'ailleurs éditée maintenant au Seuil. D'accord. C'est je te l'ai montré. Oui. Ça a été réédité ou... Ça a été édité pour la première fois. Oui, parce qu'on verra aussi qu'il a eu beaucoup de mal à se faire éditer au moment de... Il y a un peu de sa faute aussi. D'accord. Alors revenons-en justement sur ces critiques. Alors, les auteurs citent énormément de mouvements, donc Barjavel, Ellul, Charbonneau, les situationnistes, donc Debord, d'autres auteurs, Henri Lefebvre, etc. Donc il y a tout un panel très différent d'ailleurs de mouvements. Oui. En quoi, très hétérogène, en quoi le mouvement de Jacques Ellul et de Bernard Charbonneau, donc le personnalisme gascon, il parle de personnalisme gascon. Oui, c'est un auteur canadien qui a écrit là-dessus. D'accord. Alors, qui a fait tout un travail de recherche sur l'œuvre de mon père en particulier. Alors en quoi ce mouvement est spécifique et qu'est-ce qu'il a pu apporter au développement de l'écologie politique? Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut comprendre, moi j'ai compris un peu a posteriori, bien que j'étais quand même informé à l'époque, mais je ne me rendais pas bien compte, parce que il y avait toute une génération de jeunes intellectuels dans les années 30 qui, suite à la guerre de 14-18, je veux dire, avaient commencé à mener une réflexion critique sur le progrès. Et ça, c'est très important. Et donc, moi, je suis en train de... J'ai terminé un petit bouquin sur qu'est-ce que je veux dire, le Suisse, là, qui a fait le bouquin, Denis de Rougemont. Et je veux dire, et c'est très intéressant parce que d'ailleurs, tous ces gens se connaissaient à travers le mouvement Esprit, à travers le mouvement Ordre Nouveau, qui n'a rien à voir évidemment avec je veux dire, le mouvement politique. Oui, l'extrême droite. Voilà. Quoique, ça a été une des critiques d'ailleurs dans ce mouvement dans les années 30 qui cherchait une troisième voie entre le capitalisme et le totalitarisme. Cette troisième voie. Ça, c'est un fil conducteur qu'on retrouve aujourd'hui avec le mouvement écolo, justement. C'est-à-dire, on voit très bien comment certains chercheurs ou même l'État essaient de dire écoutez, ces gens-là, de toute façon, ce sont des archaïques, et d'une, et de deux, il y a des relents vichysois ou vichistes réactionnaires, ils sont dangereux pour la population, donc il y a une disqualification assez importante de cette critique. Donc, comment ce mouvement, ce personnalisme gascon s'inscrit-il dans cette... C'est-à-dire qu'en fait... c'est l'histoire de personnalités qui ont été marquées dans leur jeunesse par un certain type de critique, nées déjà de l'évolution extrêmement rapide, je veux dire, dans le domaine économique et technique, de ce qui s'était passé à partir de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est fondamental, c'est la première guerre industrielle, matrice. Donc ça avait frappé les esprits. Et donc, en fait, ils ont vécu à partir de 1945 comme une espèce de régression. Et ils se sont retrouvés dans une situation de solitude morale et intellectuelle qui les empêchait, en quelque sorte, de dire, non pas d'écrire, puisqu'ils écrivaient quand même, mais d'exprimer publiquement leurs convictions, en quelque sorte. Et ça, c'est quand même un processus, disons, il y a une continuité avec l'engagement écologique. On retrouve des thématiques transversales. D'accord. Je pense à la dernière déclaration, que je partage d'ailleurs, de José Bové,
hostile au PMA, par exemple, c'est une posture humaniste, je veux dire... qui s'inscrit dans une critique de... C'est à la fois c'est Huxley aussi, oui. etc. Mais là, ça ne concerne plus la nature, mais ça concerne l'identité. Enfin, l'homme et la nature. Donc, il y a une anecdote quand tu disais qu'ils se sont exprimés, enfin, ils ont essayé de diffuser un petit peu ces idées-là. Une anecdote qui m'a fait sourire, c'est quand ton père a commis une charge contre l'automobile dans la revue protestante Réforme, et que immédiatement la famille Peugeot a décidé de retirer, d'arrêter de financer. Donc les revenus publicitaires de la revue Réforme qui provenaient de chez Peugeot sont partis. Ça m'avait échappé. Ça. Donc ça m'a fait sourire. C'était assez intéressant. Alors il y a aussi des manques parce qu'on parle beaucoup du nucléaire, on parle beaucoup de l'obsolescence et de la mise en place de la société de consommation de masse. Oui. Et Gunther Anders n'est pas cité une seconde dans le livre, donc c'est un peu... Parce que moi c'est ma mère qui a fait... Je l'ai fait découvrir à ma mère en 2001 seulement. Oui. Gunther Anders. Oui, mais bon, là, c'est quand même des chercheurs qui sont à la pointe de la... mais visiblement, et lui l'ignorait complètement, parce que rien n'avait été publié. Oui, il à fait l'époque, partie de cette génération d'intellectuels qui étaient en avance, parce qu'en retard, si j'ose dire, tout ce qu'on peut. D'accord. Voilà, bien. Écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Parce que là, on a brossé très très rapidement les différentes pistes, les nombreuses pistes de ce livre. On a sans doute oublié des choses. Est-ce que toi, tu voudrais compléter? Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une continuité en même temps. Je veux dire, la situation très, très inquiétante à tout point de vue avec... situation internationale qui est inquiétante à tout point de vue, puisque on voit les limites d'un système, limites écologiques, mais limites sociales, politiques, etc. Et avec cette tendance au repliement, à l'identité nationaliste. Et ça, je dirais que ça sent mauvais. D'accord. Et ça sent mauvais, voilà. Comme la pollution. Oui. Et moi, c'est une régression. Voilà. Alors, une toute dernière question, un peu personnelle, puisque tu es un baby boomer. Enfin, toi, tu es né dans le liquide amniotique, on va dire, des Trente Glorieuses, mais aussi dans le liquide amniotique du personnalisme gascon. Donc, comment tu as traversé, toi, ces 30 Glorieuses? Moi, j'ai quand même beaucoup souffert de la solitude. Ouais. J'ai été très tôt convaincu par faire l'œuvre de mon père, par le positionnement de mon père, même si j'aurais pu le rejeter parce que mon père était quand même assez détestable par rapport à ses enfants en particulier. Mais j'ai été convaincu très tôt et j'ai pas pu me défaire de cette conviction. Et donc j'ai vécu ça dans la solitude et je dois le dire, la souffrance, parce que j'étais à contre-courant, complètement. Je ne pouvais pas discuter avec des amis. Je veux dire, j'avais des copains. Tes propos étaient disqualifiés. Eh bien, oui. Alors, tout de suite, avec des stéréotypes qui sont repris encore par les esprits un peu attardés aujourd'hui, en disant vous voulez retourner à la bougie ou un truc comme ça. Truc qu'on voit. Voilà, mais à l'époque, c'était sérieux. Je veux dire, et c'est-à-dire, c'était un prêt-à-penser qui avait un objectif, c'est d'interdire tout débat. Voilà. On le retrouve encore aujourd'hui. Et pour d'autres aspects. Voilà, exactement. Bien, Simon, merci beaucoup. Voilà. La prochaine fois, peut-être qu'on évoquera un autre aspect, un livre qui a été pour le coup édité sur Élie Le Charbonneau que tu m'as passé là. Donc, mais c'est livre de jeunesse alors. Voilà. On pourra peut-être parler de ça et évoquer un peu tout ça. Oui, pourquoi ça s'intitule Nous sommes des révolutionnaires malgré nous. Voilà, oui. Ah ben oui, c'est... Bien, bon combat encore, parce que je crois que tu continues aussi à ouvrir... moi, c'est ma vie. et c'est ma vie. Bon, ceci étant dit, j'ai moins de force. J'ai perdu de l'énergie. Mais bon, là, je suis toujours
entre la réflexion globale et je veux dire, et l'action concrète, locale, etc. Voilà. Je relie les deux choses, et plus ça va, plus pour moi, le lien est inséparable. Ok, ben merci beaucoup et à la prochaine. Voilà, ok. Bien. Voilà.